La Chine est-elle au bord de l'effondrement? Et oui, dernièrement, l'Inde célébrait ses 75 années d'indépendance. Et l'Inde, bien qu'elle ait une histoire multimillénaire, avec notamment la civilisation de l'Indus, qui est aujourd'hui le fleuve le plus important du Pakistan, mais l'Inde a eu une influence sur la civilisation mondiale qui est sans précédent, et est en particulier le lieu d'émergence du bouddhisme. Pour autant, l'Inde ne peut pas revendiquer une sorte d'identité nationale continue autrement que par la religion, et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de religieux indiens, notamment concernant le yoga, qui aurait une origine et une identité profonde dans la nationalité même de l'Inde contemporaine. Mais pour la Chine, eh bien, nous assistons aujourd'hui à des points de fragilité qui sont assez alarmants. D'abord, depuis avant même la crise Covid, c'est-à-dire depuis même 2017 précisément, beaucoup de milliardaires chinois se sont mis à disparaître. On a eu Jack Ma, Fan Bingbing, l'actrice, Ren Jiqiang et tant d'autres qui ont soit disparu complètement, soit été mis en prison sur des charges de corruption. Certains sont apparus en fauteuil roulant après avoir été kidnappés par les services spéciaux chinois à Hong Kong. Beaucoup s'étaient réfugiés dans un grand hôtel de Hong Kong, mais ont été ensuite kidnappés sur le territoire et ont été ramenés en Chine continentale. Par exemple, Meng Hongwei, qui était l'ancien chef de l'Interpol, qui a disparu lui aussi alors qu'il arrivait, il rentrait de France, où Interpol avait son siège. Donc en ce moment, on a d'une part des disparitions de personnages influentes qui ont beaucoup d'influence en Chine. La star de la pop cantonaise avait été arrêtée mercredi, comme 6 autres personnes, dans le cadre du coup de filet visant ce média indépendant, l'un des derniers sur l'île. Par les réseaux sociaux, mais aussi par leurs finances. Et d'autre part, on est en train d'assister à un crash immobilier sans précédent en Chine. Et ce crash immobilier, quand je dis qu'il est sans précédent, c'est pas du tout une formule rhétorique. On n'a jamais vu ça pour l'instant dans l'histoire de la Chine dans son ensemble. On a eu donc un surinvestissement dans l'immobilier en Chine qui a mené aujourd'hui à un crack. Alors c'est typique dans le sens de la dynamique de ces cracks. C'est exactement comme le crash de 1848 en Europe qui a d'ailleurs mené à l'indépendance de beaucoup de pays et qui a été décisif dans l'identité nationale d'un grand nombre de nations européennes, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou la France par exemple, ou la Suède, puisque c'est au cours des événements de 1848 que Napoléon III va arriver au pouvoir, d'abord comme président de la République, puis comme dictateur empereur à vie. Et en 1848, qu'est-ce qui s'était passé? Les banquiers, les investisseurs avaient surestimé les rendements du chemin de fer. Il y avait donc la fièvre du chemin de fer, tout le monde pensait que le chemin de fer allait produire des rendements de 30 à 40% annuels. On le voit d'ailleurs dans la littérature de l'époque, les romans contemporains de la crise de 1848, ou qui lui sont un peu antérieurs, je pense notamment au Comte de Monte Cristo, eh bien, vous parle de rendement à 20%, 30% pour des placements en banque. Et évidemment, qu'est-ce qui s'était passé? Les rendements des voies de chemin de fer étaient bons, mais pas aussi dingues que prévu. Et du coup, on a eu un effondrement des fonds et des sociétés qui avaient investi, et des banques qui avaient investi dans ces chemins de fer. Cet effondrement en Europe a été mitigé par la découverte d'or en Californie, qui elle-même d'ailleurs avait ruiné la Californie, mais c'est une autre histoire. Blaise Cendrars écrira dans le roman L'or m'a ruiné, puisque c'est ce qui s'est passé avec la Californie, mais cette arrivée d'or sur les marchés internationaux avait redressé l'économie et avait permis à la crise de 1848 d'être somme toute assez localisée, en tout cas très inférieure aux crises que nous traversons aujourd'hui. Mais à l'époque, pour une crise de cette nature, on avait des barricades. Eh bien, les barricades, c'est très exactement ce que craint la Chine aujourd'hui, puisque l'effondrement immobilier qu'elle est en train de subir est exactement comparable à la crise de 1848, sauf que vous remplacez chemin de fer par immobilier. Alors, comment fonctionne l'économie chinoise ? Au minimum 30% de sa croissance est basée sur l'immobilier, certains vous disent plus si vous prenez toutes les économies afférentes, en particulier le béton et l'acier. Rappelons que le béton est une des ressources les plus stressées au monde, précisément le sable de construction, est la deuxième ressource la plus stressée au monde avec l'eau potable, devant le pétrole. Parce que nous manquons de gisements sabliers, il n'y a pas assez de sable pour répondre à la demande mondiale en béton, puisqu'on ne sait toujours pas bien faire du béton avec du sable du désert par exemple, donc on a besoin de sable de plage ou de sable de rivière et les gisements sabliers s'épuisent.
La Chine, cependant, a un boom de construction majeur puisqu'elle délègue à ses provinces les concessions qui sont ensuite transmises à des grandes sociétés, des entrepreneurs, des promoteurs précisément, des développeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et les provinces sont mises en compétition d'attirer un maximum de développeurs. Compétition fiscale, administrative, ça crée bien sûr des conflits d'intérêts, mais le Parti communiste chinois s'était dit que c'était un peu mieux, que c'était un progrès par rapport à la corruption. Donc on a bien sûr des agents provinciaux qui deviennent multimillionnaires, voire milliardaires, sur ces attributions de concessions, mais dans l'ensemble, la Chine se disait que c'était un compromis acceptable. Et évidemment, cette fièvre de la construction est devenue le moteur suroptimisé de la Chine. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'économie chinoise a une croissance supérieure à l'économie indienne, mais comme on dit en économie, il n'y a pas de repas gratuit, c'est-à-dire que fondamentalement, si vous avez une croissance optimisée plus précise, elle va être moins résistante, moins résiliente, elle va être fragile, comme dit Nassim Nicolas Taleb, c'est-à-dire que le moindre grain de sable va enrayer votre économie. Alors en Inde, on a cette espèce de culture économique et politique du chaos qui fait que la croissance n'est pas aussi performante que la chinoise, même si elle est très performante, en particulier comparée à l'Europe. Mais en même temps, en Inde, on a cette résilience fondamentale qui fait que ce chaos ambiant lui permet d'encaisser des chocs et d'encaisser des imprévus économiques. Et on l'a particulièrement bien vu avec le coronavirus, ce qui n'a pas été le cas donc en Chine. Pourquoi cette crise immobilière est très très dangereuse pour la Chine ? Parce que aujourd'hui on a des classes moyennes donc, qui sont dans la rue et qui sont en train d'être censurées en masse sur les réseaux sociaux en Chine. Le contrat social chinois, il est basé sur un principe très simple qui est on vous donne 5% de croissance et vous n'aurez jamais de démocratie ou de liberté. Mais après tout, qu'est-ce que vous en foutez au bout d'un moment ? Dans l'histoire de la Chine, il n'y a de toute façon jamais eu de démocratie et de liberté publique. Donc c'est pas comme si c'était important à votre identité, à votre histoire. Et les classes moyennes chinoises, en particulier avec l'influence du confucianisme, le confucianisme étant basé sur le culte des ancêtres notamment, et donc l'accord tacite que les ancêtres doivent être respectés par leur descendance en échange du fait que les ancêtres doivent assurer à leur descendance un avenir matériel supérieur au leur. Donc l'idée, bien sûr, du contrat social confucianiste de base, c'est que les parents doivent offrir à leurs enfants de meilleures conditions de vie que les leurs. Et ça a été très très bien respecté dans les 40 dernières années en Chine, sans aucun problème, en particulier avec les réformes économiques de Deng Xiaoping, qui a créé cette hybridation du capitalisme et du communisme. La Chine est un des seuls pays, si ce n'est le seul pays, peut-être avec le Vietnam, à avoir hybridé le capitalisme et le communisme. Beaucoup vous diront, bah non, les Chinois ne sont plus marxistes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'un point de vue politique, il subsiste beaucoup d'aspects du marxisme-léninisme en Chine, bien évidemment, qui a été appelé entre-temps maoïsme, avec des différences par la suite, notamment dans l'organisation du pouvoir politique et de la guérilla. Mais, pour être radical dans le sens racine, il existe vraiment des bases du marxisme-léninisme dans le fonctionnement actuel de la Chine. Cependant, c'est un marxisme-léninisme qui pratique le capitalisme à grande échelle. Et c'est ça tout le paradoxe chinois. Mais du coup, ça a permis à la Chine d'avoir cette croissance exponentielle, de sortir autant de gens de la pauvreté et d'avoir un accord donc avec ces classes moyennes. Du temps de Mao, l'accord c'était vous la fermez et vous vivez, c'était aussi simple que ça, comme ce sera le cas avec les Khmers rouges au Cambodge. Et donc la révolution culturelle, etc., qui a bien connu le père de Xi Jinping, c'était vraiment basé là-dessus, c'est-à-dire si vous l'ouvrez trop, vous allez disparaître, ou si vous êtes chanceux, vous allez être exilé, ce qui fut le cas pour le père de Xi Jinping. Et puis Xi Jinping a gravi les échelons très lentement, en passant de notable de province à chef incontesté du Parti communiste et du Politburo. Et aujourd'hui, comme tout empereur, en fait, il réaffirme son pouvoir en faisant disparaître ou en mettant la pression sur tous les gens qui risquent de contester son pouvoir. Et donc les milliardaires chinois en font partie, en particulier Jack Ma, qui avait publié une tribune à peine critique. Honnêtement, c'était tout à fait soft. On aurait pu voir de telles critiques dans les années 80 en Union soviétique, c'était envisageable. Eh bien, Jack Ma, aujourd'hui, est en permanence escorté par des membres des services spéciaux chinois. Il n'a pas été assassiné parce que ça aurait été quand même trop voyant, il avait beaucoup trop de personnes qui le suivaient, même à l'international. Cependant, Jack Ma n'est pas libre de ses mouvements, est assigné à résidence et est en permanence entouré de services spéciaux chinois qui peuvent, si jamais il déconne un peu trop, l'exécuter tout simplement.
Et nous avons d'autres milliardaires chinois qui ont très vraisemblablement été exécutés, d'autres ont été condamnés à des dizaines d'années de prison, et d'autres sont assignés à résidence et ne peuvent plus communiquer, malgré le fait qu'ils pouvaient avoir, par exemple sur Weibo, 38 ou 40 millions de followers. Donc pour les milliardaires ça allait encore, puisque finalement les milliardaires restent un petit groupe de personnes qui est facile à contrôler physiquement, et la Chine a bien montré à plusieurs reprises qu'elle n'a pas de problème à contrôler physiquement des personnes, qu'elles soient milliardaires ou pas. Maintenant, contrôler les classes moyennes chinoises, ça c'est beaucoup plus compliqué, parce que vous avez des gens qui ont tout perdu. En Chine, vous investissez dans l'immobilier pour des raisons de statut, en particulier pour que votre fils puisse se marier, donc on a vraiment un darwinisme marqué direct, vous n'avez pas de descendance, la probabilité que vous ayez une descendance est beaucoup plus faible si vous n'êtes pas propriétaire d'un bien immobilier. Et dans le contrat confucianiste classique, bien entendu, les parents doivent faire en sorte que leur descendance ait une descendance aussi, et donc doivent se procurer une maison, un bien immobilier par tous les moyens. En conséquence, la demande pour les biens immobiliers sur plan n'a fait qu'exploser dans les 30 dernières années en Chine. Et du coup, évidemment, on s'est mis à acheter avant même que les appartements soient construits, et parfois même les appartements finissaient par ne pas être construits, voire par être détruits. Et ça a donné ces fameux chantiers à la queue pourrie en Chine, ces tours qui avaient des acheteurs, qui avaient été financés, mais dont les promoteurs avaient en réalité pratiqué une pyramide de Ponzi, comme on le voit aujourd'hui dans certaines escroqueries à Dubaï ou dans certaines autres arnaques. Évidemment, le principe d'une pyramide de Ponzi, c'est que vous payez les anciens entrants de votre escroquerie avec l'argent des nouveaux entrants. Donc c'est une pyramide dans le sens où chaque ancien entrant doit essayer de ramener 5 à 10 nouveaux arnaqués qui vont amener 100 ou 1000 euros chacun. Et vous pouvez comme ça payer le sommet de la pyramide, mais la base de la pyramide, elle, évidemment, va finir ruinée. Ça repose sur un phénomène en économie qu'on appelle le plus grand idiot, ou le greater fool, qui est le phénomène des bulles, c'est-à-dire donc, dans une bulle spéculative, eh bien, vous avez quelque chose qui se met à avoir un prix complètement ridicule, comme les bulbes de tulipes pendant la tulipomanie en Hollande, pendant le siècle d'or hollandais, le XVIIe siècle, donc l'époque contemporaine de Louis XIV, un bulbe de tulipe pouvait partir pour le prix d'une maison. Et évidemment, cette bulle reposait sur le fait que vous aviez un plus grand idiot pour l'acheter à ce prix-là. Et vous avez comme ça des phénomènes de bulles, et certains, on ne sait pas s'ils reposent vraiment sur la théorie du plus grand idiot. Par exemple, depuis les confinements, beaucoup de millionnaires et milliardaires se sont retrouvés un peu ennuyés, notamment en Suisse, et puis on a eu comme ça une hausse spectaculaire du prix des montres de luxe. Le fameux modèle Royal Oak chez Audemars Piguet, qui est un symbole de statut typique, qui est une montre de club, dont le prix catalogue est autour de 50 000 euros selon les modèles, se retrouve sur le second marché, le marché dit gris, à 150 000 euros, mais en grande partie parce que vous avez des très riches désœuvrés qui ne savaient pas trop quoi faire de leur temps pendant les confinements et qui se sont découverts des passions pour les montres de luxe. Alors là, par exemple, dans le cas de la bulle sur les montres Royal Oak de Audemars Piguet, qui est une bulle assez récente, ça a moins de 5 ans, se demande si ça va aussi se conclure par ce phénomène du greater fool, c'est-à-dire au bout d'un moment, il y a des gens qui vont se retrouver sur les bras avec des montres à 200 000 euros alors que leur prix catalogue est de 50, et que entre-temps, évidemment, la demande aura baissé par rapport à l'offre qui sera restée statique. En Chine, le problème de ces pyramides de Ponzi, c'était pas tant ce greater fool, c'était le fait que les agences, les promoteurs immobiliers fonctionnaient comme des pyramides de Ponzi, ce qui est bien entendu illégal, et n'aurait pas dû fonctionner de cette façon. C'est-à-dire que les acheteurs auraient dû financer l'appartement qui était en train d'être construit, et leur argent aurait dû être fléché vers les appartements et maisons qui étaient construites, et certainement pas être fléché vers d'autres chantiers. Mais en fait, la volonté des promoteurs immobiliers chinois à ouvrir plein de chantiers pendant que c'était très très lucratif, surtout financièrement, a fait qu'ils n'étaient pas capables de les finir, et que du coup, des gens qui s'étaient endettés, des classes moyennes qui s'étaient endettées, ne voyaient pas leur maison livrée, avaient bien payé leur crédit, continuent à payer leur crédit, mais en échange de ce crédit, n'avaient absolument aucun bien immobilier, et parfois même, dans le pire des cas, donc les chantiers étaient détruits pour laisser place à un autre chantier avec un autre promoteur. Et là, vous avez donc tout le PIB chinois qui est stressé, et d'ailleurs, les indicateurs économiques le démontrent clairement, puisque vous avez tout simplement une baisse des taux en Chine, alors la plus discrète possible, les autorités chinoises ont baissé les taux, mais en laissant entendre que c'était normal, que c'était routinier. Non, pas du tout, c'est pas du tout normal, ni routinier dans une Chine qui voulait géopolitiquement développer le yuan, le renminbi, la monnaie du peuple, comme une monnaie de réserve mondiale. Et pour avoir une monnaie de réserve mondiale, il vous
faut des taux corrects, sauf si vous êtes le dollar et que vous avez déjà imposé ça, si vous êtes déjà monnaie de réserve conquise, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des taux élevés, mais par contre, dans les années 60, évidemment, quand les Américains avaient imposé le dollar comme monnaie de réserve, accessoirement, leur taux directeur était élevé. Et ça, la Chine, aujourd'hui, est en train de se marcher sur les pieds géopolitiquement en relevant les taux, parce que avoir une monnaie de réserve internationale avec des taux aussi faibles, pour l'instant, ce n'est pas du tout envisageable pour la Chine. Donc ça prouve bien que la baisse des taux n'est pas du tout une partie du plan chinois, contrairement à ce qu'affirme le Politburo, mais au contraire est en train de faire ce qu'on pourrait appeler damage management, donc de la gestion des dégâts par rapport à cette crise immobilière massive. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu notamment Evergrande en défaut de paiement, Evergrande plus gros promoteur immobilier chinois, et en fait Evergrande est l'arbre qui cache la forêt, puisque en réalité plein d'autres développeurs et promoteurs immobiliers sont en situation de cessation de paiement parce que leur bilan montre des chantiers qui sont en réalité vides et qui pour certains doivent être détruits. Leur bilan financier, leur valeur financière était une représentation de l'optimisme que l'on avait. Donc évidemment, c'est comme pour certaines entreprises, par exemple Tesla valait beaucoup plus cher que son bilan pendant très longtemps parce que ça représentait le futur en lequel les investisseurs de Tesla avaient foi. Et la valeur financière d'Evergrande, la valeur financière des grands promoteurs immobiliers représente bien sûr le futur, mais la réalité est en pleine contradiction avec le futur aujourd'hui. Et la réalité, ce sont des dévaluations, ce sont des chantiers qui sont détruits, qui sont abandonnés. Et c'est en fait un retour à la réalité, un retour à la valeur de bilan. La valeur de bilan étant très très inférieure à la valeur financière de toutes ces sociétés, on assiste à un effondrement financier, au fait que ces sociétés sont insolvables, qu'elles ne peuvent pas rembourser leurs dettes, qu'elles ne peuvent plus lever de l'argent. Les Chinois d'ailleurs avaient mis en place aussi pour mitiger cette crise un système de 3 lignes rouges qui faisait que vous ne pouviez plus emprunter si vous aviez franchi 3 lignes rouges légales, notamment dans votre valeur de bilan. Donc ça allait jusqu'à ne plus pouvoir prendre de crédit, tout simplement être en quelque sorte interdit bancaire, même pour une société multimilliardaire comme Evergrande. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'accès au crédit de tout un tas de sociétés, en fait, la solvabilité, le crédit tout court, le crédit dans le sens bancaire, mais aussi dans le sens casino, c'est-à-dire vous entrez dans un casino et le patron, si vous êtes un flambeur, veut savoir quel est votre crédit. Êtes-vous solvable ? Eh bien, en réalité, on a plein de promoteurs immobiliers en Chine qui ne sont pas solvables. Donc, enfermer des milliardaires, voire en exécuter, en assigner à résidence ou en garder 24 heures sur 24 sous surveillance avec les services spéciaux, c'était une chose, mais faire ça pour toutes les classes moyennes chinoises, c'en est une autre. Et aujourd'hui, nous avons donc les classes moyennes chinoises qui sont très majoritairement en état de protestation, soit passive, soit active. Donc active, c'est dans les rues, on manifeste. Passive, c'est on dit je ne paierai plus mon crédit immobilier, allez vous faire foutre, je ne paierai plus mon crédit immobilier. Dans ce contexte-là, on peut le dire très clairement, parce que c'est toujours pareil, les gens croient que les arbres poussent jusqu'au ciel, les gens se disent oui, la croissance chinoise, ça y est, non. Dans l'histoire économique en particulier, quand on a des croissances aussi optimisées que la croissance chinoise, eh bien on a forcément des périodes de contraction, forcément, c'est absolument inévitable. La Chine, entre le début des années 90, en particulier entre 91 et 2021, la Chine a connu ses 30 glorieuses. Oui, entre 91 et 2021, la Chine a connu ses 30 glorieuses, qui ont culminé avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Eh bien, vraisemblablement, les 30 glorieuses chinoises sont en train de vaciller. Et certains analystes vous diront même de s'effondrer. Tout simplement, ça ne signifie pas que l'Asie ne va pas rester le moteur économique du monde, ça ne signifie pas que les BRICS ne vont pas rester une puissance importante et un contre-pouvoir majeur à l'unipolarité américaine, qui est excessive évidemment, pour ne pas dire scandaleuse. Mais l'économie chinoise semble être en passe d'entrer dans une récession majeure. Et c'est très certainement pour cette raison que les Américains ont tout fait pour provoquer la Chine à rentrer dans un conflit avec Taïwan. La CIA est particulièrement au fait des risques économiques de la Chine aujourd'hui. La CIA sait que les classes moyennes sont dans la rue, c'est son métier à la CIA d'organiser des coups d'État et des manifestations, donc c'est la première à savoir quand un pouvoir est sur le point de vaciller. Elle suivait la CIA de très près les milliardaires chinois, évidemment, comme elle suit de très près Hong Kong et comme elle a participé au mouvement des parapluies à Hong Kong. Et là aujourd'hui, la CIA sent qu'un printemps chinois, qu'une révolution colorée en Chine n'a jamais été aussi mûre, et donc c'est aussi pour cela
que les États-Unis et la CIA en particulier se sont dit que ce serait bien de montrer au monde que la Chine n'est pas en mesure de récupérer Taïwan par la force, que la Chine n'est pas en mesure de répondre réellement à des provocations, parce que dans l'état actuel de son économie, sans même parler des séparatismes de ces provinces conquises comme le Xinjiang et comme le Tibet, bon, le Xinjiang n'est pas réellement une province conquise récemment, mais dans ce contexte-là, en tout cas, on peut clairement commencer à douter de la croissance chinoise et on peut clairement se mettre à parier que les 30 glorieuses chinoises sont terminées.